Alors, nous allons continuer dans l'esprit de ce qui vient de se dire à l'instant. Et je pense que pour qualifier les deux invités suivants qui vont nous rejoindre, on pourra parler d'esprit de service et d'esprit d'entreprendre. Et ils vont arriver en plus en même temps. Ça, c'est une joie. C'était pas complètement prévu, mais je vais appeler Brice Chambard et Guy Mamoumani, du coup, à me rejoindre sur scène. À moins que Guy, tu veuilles faire une petite pause, comme tu viens juste d'arriver, je te prends au vol. Je vous en prie, mettez-vous là tous les deux. Ravi de vous accueillir. Alors c'est vrai qu'on vient de passer un moment, Guy, du coup, je fais le raccord avec tout ce qui s'est dit jusqu'à présent. Brice, tu nous as fait l'amitié d'être là. Tu as suivi une grande partie des échanges. On a parlé ce matin finalement de projets individuels et de projets collectifs pour rebondir. Le thème, vous le savez tous les deux, on a largement préparé ensemble, c'est le rebond. Et ça, c'est l'appel du 18 juin d'Esprit de Service France. On a aussi notre appel. Maryse, on va peut-être le faire tous les ans maintenant. Et le rebond, c'est vraiment ce qui nous tient particulièrement à cœur. Cet après-midi, on est au cœur des stratégies des entreprises pour rebondir. Et vous allez tous les deux nous raconter vos histoires respectives qui sont extrêmement inspirantes. Et je suis sûre que ça va inspirer tout autant nos membres qui sont à la fois ici présents, nous en sommes très heureux, et aussi qui sont en ligne. Et on va commencer avec Brice. Alors Brice, d'abord l'histoire de Brice et d'Obiz est quand même tout à fait exceptionnelle, tout comme d'ailleurs celle de Guy et de son groupe. Alors Brice, tu es fondateur et président directeur général d'Obiz, qui est une entreprise à mission, il faut le dire, au sens de la loi Pacte, ce qui, après le témoignage aussi de Yann-Étienne Le Gall ce matin, nous montre qu'il y a quand même un fort dynamisme. D'ailleurs, je crois que alors, le groupe Rocher est un grand groupe, mais finalement, la plupart des entreprises à mission sont plutôt des petites et moyennes entreprises, me semble-t-il, à date, depuis que la loi Pacte a été promulguée. Donc, finalement, tu es un représentant, un digne représentant. Alors, entreprise à mission, tu l'as créée en 2010. Une histoire à succès qui n'en finit pas, puisque tu viens de réussir l'entrée en bourse sur Euronext Growth. Et tu es donc, enfin, Obiz est le leader du marketing relationnel. Alors, il y a plusieurs qualificatifs d'ailleurs pour parler de Obiz et pour parler de toi. Maryse t'appelle D'Artagnan. Toi, tu dis que les investisseurs parlent du Robin Hood of Loyalty Programs, c'est-à-dire finalement le Robin des Bois des programmes de fidélité. Tu vas nous raconter en quoi cela a un sens pour toi, puisque c'est plutôt mérité, je trouve, quand on entend ton histoire. Tu es aussi, au-delà d'être entrepreneur dans l'âme, un sportif passionné, donc ça va très bien avec finalement ceux qui nous accueillent aujourd'hui et tout ce qu'on a entendu ce matin. Alors, je vais te laisser la parole. Ma première question, dans finalement notre thématique qui est sur les stratégies de rebond, c'est, alors, avec 10 ans d'expérience passionnante, avec autant de réussite, avec tout ce que tu viens d'accomplir, finalement, après ça, c'est quoi le rebond ? Et c'est quoi les atouts que tu as et que Obiz peut avoir pour rebondir ? Alors déjà, je tiens à dire que je buvais tes paroles juste avant, parce que le facteur humain est pour moi quelque chose de fondamental. Alors je vais essayer de témoigner avec humilité. Tout ce que je dis, c'est uniquement le fruit de l'expérimentation. Quand j'ai créé Obiz, donc le 24 décembre 2010, c'était comme un cadeau de Noël, et c'était pour 3 raisons principales. Je sortais de 20 ans d'expérience professionnelle plutôt dans des grandes entreprises, orientées service client. Et même si j'étais cadre dirigeant, je me suis aperçu assez rapidement que je n'étais qu'un numéro finalement. Et comme en plus c'était dans une entreprise qui était cotée sur la bourse de New York Exchange, les Américains, quand on parle de même 300 millions de PNL en France, la France c'est où ? C'est là-bas, on va envoyer les auditeurs pour voir ce qui se passe. Bon voilà. Donc quand la grande entreprise en question a pris la décision de vendre à un autre grand groupe, eh bien là, je me suis dit, j'avais une petite quarantaine d'années, et je me suis dit qu'il était temps de prendre une feuille, un crayon, et de savoir exactement ce que je voulais pour le reste de ma vie. Donc la première chose que j'ai écrite, parce que comme tu l'as dit, je suis issu du monde sportif, donc je suis ravi que les tenues d'Esprit de Service France se passent dans le temple du sport en France. Et donc j'avais 3 brevets d'État, kickboxing, boxe thaï, j'étais président de club et assez engagé dans le mouvement sportif. Et j'avais une conviction,
La conviction que j'avais, c'était que pour être bien dans son corps, bien dans sa tête, il fallait avoir accès à des activités qui nourrissent. Et ça fait du sens avec Esprit de Service France, parce que quand on est au service des autres, il faut être bien. On a parlé juste avant de qualité à avoir. Pour moi, les qualités, c'est être à l'écoute de l'autre. Pour être à l'écoute de l'autre, il faut être disponible soi-même. Pour être disponible soi-même, il faut être bien. Parce que si on n'est pas bien, eh ben on a beau nous avoir appris à sourire, si le sourire il n'est pas authentique, si le sourire il n'est pas transparent, si vraiment il ne va pas vers l'autre, ben ça ne fonctionne pas. Donc quand j'ai créé Hobbies, il y a de ça un peu plus de 10 ans maintenant, c'était premièrement pour donner la possibilité à chacun d'avoir accès à des activités en lien avec le sport, le loisir, le bien-être et le mieux vivre. Mieux vivre ensemble. Ça, pour moi, c'était la condition sine qua non. Deuxième point, c'était travailler sur le pouvoir d'achat. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on est en période estivale, on a tous envie de partir en vacances, il y a des gens qui peuvent, puis il y a des gens qui ne peuvent pas. Et avoir cette possibilité-là de pouvoir faire des choses, pouvoir aller au cinéma, pouvoir aller dans un restaurant, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc nous, on a de la chance. On est au CNOSF, on est dans des entreprises, on est salarié, on est dirigeant, on a des moyens, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. À l'extérieur du CNOSF, il y a des problématiques qui sont importantes et qui sont liées à l'économie. Et le troisième point, donc je voulais apporter ma pierre, comme on le disait tout à l'heure, comme le colibri. Et puis le troisième point, c'était travailler sur la revitalisation des territoires et travailler sur le soutien de l'emploi. Parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus, je suis convaincu que l'emploi, au même titre que le sport, permet de créer des liens, permet, alors oui, bien entendu, d'avoir une rémunération, mais permet de créer des liens entre les individus, travailler dans un objectif commun. Et pour moi, ça, c'est les choses qui sont fondamentales et importantes, et c'est dans cette veine-là que j'ai créé Hobbies. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne ? Je pense que ça fonctionne parce que je n'ai pas l'impression de travailler au quotidien. Quand je me lève le matin, c'est pour ces raisons. J'ai fait en sorte de m'entourer d'une équipe qui est hyper compétente et hyper motivée par la même mission. Tout à l'heure, tu l'as dit, on est une entreprise à mission, mais on n'est pas une entreprise à mission parce qu'il y a la loi Pacte. Les missions dont je viens de parler juste avant font partie de nos statuts originels. Donc quand j'ai créé l'entreprise, c'était pour ces raisons-là. Donc, je sais pas. Finalement, le fait d'être entreprise à mission, qu'est-ce que cela t'autorise d'une certaine façon ou en quoi cela t'oblige, si je puis dire ? Comment tu le vois, ça ? Je vais reprendre l'exemple du colibri, mais quand on se lève le matin, c'est pour faire le maximum. Faire le maximum, c'est le minimum. Donc on est vraiment dans cette dynamique où en fait on est conscient de la chance que l'on a, on est conscient qu'il y a des ODD, les ODD de l'ONU, on n'impacte pas tous les ODD, mais on en impacte une certaine partie, une majorité, je crois qu'on impacte 13 ODD aujourd'hui, et on n'a pas cherché notre raison d'être, on n'a pas cherché, là aujourd'hui j'ai pléthore de copains qui essayent de dire oui, on essaye de trouver notre raison d'être. J'ai envie de dire, c'est quand même dommage que tu n'aies pas trouvé ta raison d'être avant de créer. Enfin, je veux dire, il y a tellement de problèmes qu'il faut, ça ne sert à rien d'en créer d'autres, quoi. Donc, je n'ai pas créé Hobbies pour faire de l'argent. La volonté n'était pas une volonté économique. La volonté, elle était une volonté d'impact. J'aurais pu, peut-être, continuer à impacter en étant prof de sport. Et j'aurais été dans mon club de boxe et j'aurais continué à faire des cours pour 100 personnes et simplement voir le bienfait généré sur ces personnes-là, simplement voir qu'on allait mettre en relation un directeur administratif financier avec un jeune de banlieue et puis que finalement le jeune de banlieue allait trouver de l'emploi grâce à ça payait mon salaire, on va dire, ça payait mon salaire intellectuel. Donc aujourd'hui, comme il y a aussi un facteur qui me semble être important, c'est l'ambition. Je pense qu'il faut être ambitieux. On a 86 400 secondes par jour à dépenser et soit on décide d'en dépenser 10 000 pour le bien commun, soit on décide d'en dépenser 60 000 ou 70 000. Moi, je suis très attaché au bien commun. Alors tout à l'heure, on a eu les interventions de Céline, notamment sur la partie rénovation de l'État. On est typiquement dans le bien commun. Tout à l'heure, quand j'entendais Jacques, on est typiquement dans cette dynamique-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour améliorer le monde qui nous entoure, comment est-ce qu'on fait pour améliorer les interactions entre les individus, et je suis totalement sur ces sujets-là, quoi. Donc, voilà. Finalement, le fait de l'avoir pensé comme ça dès le début, stratégiquement, ça veut dire que les choix stratégiques sont orientés de cette façon-là dès le début.
complètement décloisonnée et pour le bien du plus grand nombre, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire que les indicateurs de performance ne sont pas des indicateurs de performance économiques. Alors, tu l'as signalé tout à l'heure, on vient d'être introduit en bourse, ça fait 15 jours. Il me reste 63% du capital, malgré cette introduction où on a plus de 30% du flottant, volontairement pour conserver ma liberté d'entreprendre et concerner le cap, donc l'ADN de l'entreprise. Mais nos indicateurs sont, on fait en moyenne 2125 € d'économie par an grâce à nos solutions. Eh bien, 2125 € d'économie par an, c'est une étude qui a été faite par Ipsos sur une base INSEE consommation des familles. Aujourd'hui, on impacte concrètement le pouvoir d'achat de nos bénéficiaires. On accompagne 38 000 partenaires de proximité. Au moment où on parle, on accompagne les meilleurs ouvriers de France. Il y a 1,3 million d'artisans en France qui bénéficient de nos services. Il y a des milliers de commerces de proximité, des PME. Moi, je suis satisfait de savoir que grâce à nos solutions, mais il y a des gens qui augmentent leur chiffre d'affaires, diminuent leur coût de structure, donc qui améliorent leur compétitivité, donc qui vont protéger leur emploi, qui vont peut-être créer de l'emploi grâce à nos solutions. Et puis, sur ces 38 000 partenaires, on en a 18 000 qui sont orientés sport, santé, loisirs, bien-être, mieux vivre. Et donc, on accompagne évidemment les individus sur ces thématiques-là. Et un individu qui est bien dans son corps, bien dans sa tête, je crois qu'il est mieux en société et il est mieux disposé à aimer les gens, à les écouter, à les accompagner, à être généreux. Je crois que ce terme générosité, c'est quelque chose qui est important pour exceller dans la relation à l'autre. Comment est-ce que vous avez finalement ces artisans dont tu parles, ces commerces de proximité et ton entreprise, comment est-ce que vous avez traversé cette période ensemble et comment est-ce que vous voyez, vous allez traverser du coup ce qui est devant et qui, on l'espère, c'est plutôt le bout du tunnel et puis ça va ouvrir d'autres horizons? Alors, j'ai toujours eu beaucoup de problèmes avec les forecasts, avec les prévisions. Quand on a des partenaires bancaires qui viennent nous voir en nous disant « Bon, alors Brice, à la fin de l'année, tu vas faire combien ?» On est toujours à 20-30% plus que prévu. Parce que, oui, c'est une bonne nouvelle, mais parce que, encore une fois, on fait le maximum. Donc, je ne vais pas perdre beaucoup de temps à vendre du rêve. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps à faire des tableaux Excel en disant « Tiens, non, je vais placer plutôt beaucoup de temps à travailler, à signer de nouveaux contrats, à recruter des nouveaux talents, à recruter des nouveaux partenaires, à aller sur des dynamiques internationales. Et c'est ce qui paye en fait. Donc voilà, moi je suis plutôt dans l'expérimentation. Tout à l'heure parlait Jacques, il y avait différentes catégories de faire des choses. Voilà, moi je suis plutôt dans l'expérimentation. Et aujourd'hui, ça fonctionne plutôt pas mal. Merci beaucoup. On va continuer. Comme vous êtes là tous les deux, je vais passer aussi la parole à Guy et puis vous allez aussi pouvoir vous interroger l'un l'autre. Donc Guy, tu es coprésident du groupe Open, qui est une des premières entreprises de services du numérique française. Tu es ex-président du Syntec numérique, ex-vice-président du Conseil national du numérique. Tu as également été président de Middle Next, qui est une association de valeur moyenne cotée entre 2010 et 2016. Tu es l'auteur du livre « L'apocalypse numérique n'aura pas lieu » que je vous recommande parce que c'est un regard sur le numérique qui est très humaniste et qui fait vraiment profondément de bien. On entend tellement de choses sur le numérique. Il y a eu d'ailleurs une question tout à l'heure, n'est-ce pas Jacques? Vraiment, je vous recommande chaudement le livre de Guy. D'ailleurs, numérique, Guy, ça a un sens particulier pour toi. Tu tiens beaucoup à cette expression. Donc, si tu veux bien, on va commencer par cela. Par ta définition du numérique, parce que tu as un regard vraiment et une conviction très forte sur le rôle du numérique, justement, sur les stratégies de rebond. Merci Nandini, bonjour à tous. Oui, c'est vrai que d'abord je tiens au mot numérique par rapport à digital, parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher des consonances anglo-saxonnes pour exprimer ce qu'on a à dire. On a un mot qui est numérique, et d'ailleurs qui a été... on va dire validé par l'académie, autant l'utiliser. Alors déjà, j'ai du mal à expliquer la différence entre informatique et numérique. Alors quand on met digital au milieu, alors on est parti pour des heures d'explication. Donc en deux mots en tout cas, si je peux le faire, parce que ça intéresse toujours, c'est que pour moi l'informatique c'est une technologie qui est très très importante, il n'y a pas à dire, mais qui reste un phénomène d'automatisation. Le numérique a une consonance sociétale. C'est une véritable révolution et qui englobe évidemment l'informatique, qui est basée sur l'informatique. Mais la société
que nous vivons, que nous sommes la révolution que nous sommes en train de vivre, n'existerait pas sans cette transformation numérique. C'est pour ça que je tiens à préciser les mots. Et c'est vrai que la crise sanitaire que nous avons vécue a servi de véritable catalyseur à cette théorie de transformation numérique, parce qu'on a vu finalement des travaux pratiques de cette théorie qui consistait à dire que nous étions en train de vivre une transformation. On a vu des millions d'enfants qui ont pu continuer à aller à l'école grâce au numérique. Je ne sais pas comment ils auraient fait sans cela. On a vu une explosion de la télémédecine. On a vu quelque chose que vous avez certainement vécu vous-même, c'est-à-dire des millions de travailleurs qui ont pu se mettre au boulot grâce au télétravail. Chez Open, 3700 salariés, en quelques jours, tout le monde a pu continuer à bosser. Quelque chose qui aurait été inimaginable il y a encore quelques années. Et puis, quelque chose franchement qui est inattendu, puisque quand on parle de numérique, en France, on a toujours tendance à y associer la déshumanisation. Eh bien là, on a vu des liens sociaux qui ont pu se créer grâce au numérique. Moi, j'ai le bonheur d'être grand-père, eh bien j'ai pu continuer à parler à mes petits-enfants pendant plusieurs mois, alors que normalement, ça aurait été interdit et on ne l'aurait pas vu. Donc, tout ce qu'on appréhendait dans cette vision positive de la transformation numérique, eh bien, entre guillemets, et je mets de côté le drame qu'a représenté cette crise, eh bien, elle a permis d'avoir finalement une accélération. Et du coup, puisque nous sommes là pour parler de rebond, eh bien, maintenant que nous allons sortir de cette crise, et je crois qu'on le souhaite tous, eh bien, tout ce que nous aurons acquis comme expérience par rapport à la transformation numérique pendant cette période va nous servir d'un rebond formidable. Mais je suis absolument convaincu que nous allons avoir une reprise, mais tout à fait violente, et pour le numérique en particulier, et grâce au numérique en particulier. Alors, je finis en disant que j'ai cette chance d'avoir 30 ou 35 ans d'expérience derrière moi. J'en ai vécu des crises, 4, 5 crises. Et à chaque fois, on a l'impression que c'est la fin du monde, qu'on est parti pour des années de récession. Et à chaque fois, on a vu qu'il y avait une reprise importante après. Et je suis convaincu que nous allons vivre maintenant, et je le disais d'ailleurs il y a un an déjà, je suis convaincu que nous allons revivre un rebond important et qui s'appuiera sur le numérique. Alors Guy, tu es à la tête d'une société de services. Et de la même façon que le numérique a un sens particulier pour toi, tu portes un regard aussi spécifique sur le service et la transformation par les services. Absolument, parce que en fait, quand on parle de transformation numérique, instinctivement, on entend le mot numérique et on se dit « Ah, c'est une transformation technologique ». Or, je suis absolument convaincu que ce n'est pas du tout le sujet. La transformation numérique est avant tout une transformation du business model des entreprises. On le voit, de plus en plus, on va vers les usages. On n'achète plus une voiture, on achète l'utilisation d'une voiture. On n'achète plus une résidence secondaire, on achète finalement la résidence secondaire dont on a besoin pendant la semaine à utiliser. Donc on va très progressivement vers une civilisation de l'usage. Or, la révolution industrielle a induit une classification entre l'industrie et les services. Et je pense que ce n'est plus d'actualité. La transformation numérique changeant même la nature d'utilisation des consommateurs, nous allons aller vers une civilisation des usages. Et évidemment, l'esprit de service, là, s'intègre parfaitement. Et puis les contacts que j'ai eus pour préparer cette réunion m'a convaincu que vous étiez déjà dans l'anticipation de cette transformation. Parce que finalement, aujourd'hui, quand on prend pour les plus jeunes, quand on prend un vélo ou quand on prend une trottinette, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on utilise finalement un service. Et c'est vrai qu'au bout de ça, il y a quand même eu un fabricant de trottinettes. Donc c'est vraiment ce mariage de ces deux mondes qui est en train de s'avérer grâce à la transformation numérique. Et j'insiste vraiment toujours, quand j'essaye d'expliquer ce sujet, d'essayer d'oublier la technologie, parce que la technologie, c'est bien sûr le support, et il n'y aurait pas de transformation numérique sans cette technologie.
mais c'est avant tout une transformation de business model basée sur l'humain et les organisations. Alors tu parles d'humain, Guy. Ce qui nous a frappé quand on a préparé avec toi et qu'on t'a interrogé sur la stratégie de rebond du groupe Open, c'est que tu mettais vraiment le capital humain au cœur de ta réponse. C'est venu très spontanément. Oui, c'est presque une évidence pour une entreprise de service du numérique. Nous sommes une entreprise basée sur l'humain avant tout. Donc le plan stratégique que nous venons de construire, qui a duré quand même plusieurs mois avant de pouvoir le lancer il y a quelques jours, est basé sur l'humain. Nous avons mis en place, bien sûr, des process, des organisations, bien sûr, des outils, évidemment. Mais avant tout, ce qui a été le fondement de ce plan stratégique, c'est de donner du sens à ce que nous faisions. Et donc c'est pour ça que je rejoins évidemment ce que tu as dit tout à l'heure. Je crois que la raison d'être de l'entreprise devient naturelle, parce que si on ne la définit pas, eh bien on perd le sens de ce que l'on fait. On ne peut pas se contenter de dire maintenant, je crois qu'il y a vraiment un consensus là-dessus, hein. On ne fait plus une entreprise juste pour avoir du chiffre d'affaires, du résultat, des dividendes. C'est bien, hein, moi j'y tiens absolument, hein, je ne le sous-estime pas. Mais je dis juste que nous avons tous, en plus de cela, besoin d'avoir du sens à ce que nous faisons. D'ailleurs, tu as bien voulu montrer les nombreuses activités que j'ai eues extra-professionnelles. Donc, c'est ce que je m'appliquais toujours, c'est-à-dire, je ne pouvais pas me dire, je vais juste faire mon entreprise pour m'enrichir et pour avoir le maximum de chiffre d'affaires. J'ai toujours eu besoin d'avoir, à côté de ça, un engagement sociétal. Et, vous savez, nous faisons près de 25% de notre chiffre avec le public. C'est énorme, hein, parce qu'on fait 300 millions de chiffres, donc ça fait 75 millions avec l'État. Hein. Et je ne manque pas, à chaque fois que l'on gagne un contrat ou que l'on finit un contrat, de rappeler aux équipes le bonheur, la satisfaction que nous devons avoir parce que nous avons en même temps fait du business, et ça c'est très bien, en même temps progressé dans notre expertise, et pour chacun d'entre eux c'est fondamental, mais nous avons fait progresser notre pays. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit ressentir. Quand, par exemple, je dis au hasard, nous améliorons la facturation qu'il y a entre les entreprises et l'État, grâce à un contrat que nous avons avec l'AIFE, eh bien, nous améliorons les performances de notre État. Et il faut en être conscient, parce que quand vous êtes derrière votre ordinateur et que vous êtes en train de coder, si vous vous dites ça, eh bien, vous avez une motivation qui est quand même bien supérieure qu'à celle que vous pourriez avoir sans avoir cette motivation de sens. Ce qui est très frappant dans votre parcours à tous les deux, c'est cet engagement qui est très fort de l'un comme de l'autre. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais toi, tu as eu une distinction il y a déjà quelques années de cela. Brice, tu viens d'en avoir une. Alors, le propos n'est pas de s'étendre sur cette distinction, mais plutôt sur vos engagements qui sont quand même très forts et que vous incarnez, qui sont aussi dans l'époque dans laquelle nous vivons, qui sont très, on va dire, 21e siècle compatibles, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a une attente forte. Nous, on l'a vu à travers l'enquête et le baromètre qu'on avait fait l'année dernière. On le revoit cette année à travers les réponses de nos membres. Ils questionnent beaucoup et ils expriment beaucoup d'attentes sur l'attitude et derrière l'attitude, finalement, les comportements et cette incarnation. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est ce que vous incarnez et ce en quoi vous croyez aujourd'hui. En quoi est-ce que c'est un défi? Est-ce que c'est un défi supplémentaire aujourd'hui que ça ne l'était hier? Et si oui, en quoi? Et sinon, en quoi? Alors, je vais y répondre parce que j'ai une illustration concernant ta question. Parce que c'est vrai, moi j'ai eu beaucoup d'engagements. Et il y en a un que tu n'as pas cité, mais qui est fondamental pour moi. C'est un engagement sur la parité et sur la diversité. J'ai même été à l'initiative d'un mouvement qui a fait beaucoup de bruit et qui se développe bien, qui s'appelle Jamais sans elle, puisque j'avais annoncé que je ne participerais plus à une table ronde s'il n'y avait pas au moins une femme, de façon à améliorer la visibilité des femmes dans les métiers, en particulier du numérique, où elles sont malheureusement très très peu. Et donc ça, c'est un engagement de tous les jours, depuis plus de 10 ans. Et ma préoccupation,
c'était de me dire, est-ce que cet engagement, il a bien été approprié dans l'entreprise? Parce que souvent, il y a une distinction entre son propre engagement et puis les valeurs de son entreprise. Et alors, vous savez, il y a 3 ans, il y a eu le fameux index Pénicaud, d'index d'égalité salariale. Et tout d'un coup, je me suis dit, si jamais Open a un mauvais index, je vais être complètement ridicule. Parce que tout cet engagement, toute cette énergie depuis des années que dans mon entreprise, eh bien, on ne le retrouve pas, ça aurait été vraiment un échec personnel. Hein. Bon, il s'avère que, je vous le dis, on a eu un index à 94, et c'est pour la 3e année consécutive qu'on est à 94, et on peut dire que c'est un des meilleurs index de la profession, et ça m'a vraiment rassuré parce que j'aurais vraiment été très contrarié si ces valeurs que nous portions, mon associé, moi-même, notre COMEX, notre conseil d'administration, très engagé sur ces sujets-là, eh bien, ne se répercutaient pas dans l'entreprise, ce qui est pour moi essentiel. Oui, effectivement, je ne l'avais pas cité, je l'avais gardé pour la fin, en disant ça c'est le meilleur pour la fin, mais tu le dis encore mieux que moi, donc c'est beaucoup mieux. Brice, tu voudrais peut-être aussi répondre sur cette question d'engagement? Alors, je vais te faire plaisir. La diversité est également quelque chose qui est important. Alors, nous, on est triple lauréat du Pass French Tech, Scale-up Excellence. On fait partie des boîtes qui sont en hyper croissance dans le domaine de la tech. Et je suis hyper fier d'être à la tête d'une entreprise qui est composée d'un comité de direction de 8 personnes, dont 5 femmes. Bravo! Et les décisions se prennent à la majorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors déjà j'ai l'habitude de dire qu'on est plutôt des femmes avec un grand F plutôt que des hommes avec un grand H maintenant. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on peut être une entreprise qui excelle dans la tech et qui est gouvernée par des femmes. Donc pas de souci à ce niveau-là. Alors moi j'ai d'autres combats. On va dire que le premier combat il touche à la sécurité. C'est pour ça qu'en plus d'être chef d'entreprise, je suis également gendarme et je fais de la réserve opérationnelle dans la gendarmerie. Alors je suis content d'être dans les voitures de gendarmerie pour aller arrêter les voleurs. Ça me permet aussi d'être bien au contact des problématiques de la population. Et comme tout à l'heure je disais que la liberté était quelque chose pour moi de fondamental, je suis aussi bien conscient que quand on n'est pas en sécurité, on ne se sent pas libre. Alors il y a la sécurité financière, il y a la sécurité, il y a la liberté de penser, la liberté de parler, hein, ce qui est notre cas aujourd'hui, mais dans certains pays c'est pas possible. Et donc je suis très attaché à cette notion de sécurité. Et je suis convaincu aussi que dans l'esprit de service qui nous anime, dans le rebond qui nous est demandé, eh bien il faut qu'on se sente aussi en capacité et en sécurité pour pouvoir on parlait à table tout à l'heure d'avoir le droit à l'erreur. On peut expérimenter des choses pour rebondir et qui vont nous permettre, encore une fois, d'exceller, mais dans cette notion de sécurité. Il y a pour moi des choses qui sont fondamentales. Tu en as parlé. Et je suis hyper content de savoir que Open a une partie importante de son chiffre d'affaires avec l'État, parce qu'il y a cette notion de bien commun. On fait les choses pour le bien commun, pour plus important que nous, pour plus important que l'entreprise, ça va au-delà. Les notions économiques, elles sont fondamentales, mais elles ne sont pas suffisantes. Je pense qu'au niveau des individus, au niveau de ce facteur humain dont tu parlais tout à l'heure, Jacques, il faut avoir des personnes qui aient le goût de l'effort. Il faut aimer, parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est difficile de se lever le matin en tapant sur son ordinateur et en se disant « Ok, il faut que je pense que ce que je suis en train de faire, ça va toucher la facturation qui va permettre d'avoir des impacts pour monsieur, madame, et ça va aller plus vite et ça sera plus sécurisé, etc. etc. » C'est pas évident. Donc il faut avoir déjà cette capacité de discernement, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il faut faire preuve de résilience, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir le goût des efforts. Il faut être courageux. Voilà. Et puis il faut être concentré sur sa tâche et puis continuer, faire preuve d'abnégation. Et pour moi, ça, c'est des qualités qui sont humaines. Alors quand on avait fait la préparation de cette table ronde, vous avez derrière les atouts d'Obiz pour rebondir. Alors évidemment, il y a du numérique. Évidemment, on est sur une plateforme technologique propriétaire qui est issue de 10 ans de R&D, mais ce numérique, ça n'est qu'un moyen pour servir la mission qui a été fixée par l'entreprise. Donc,
Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Tu as parfaitement répondu à la question et je me souviens aussi que quand on avait préparé justement en bon sportif que tu es, tu parlais beaucoup de discipline, tu parlais de préparation mentale et physique. Avec cette période, on a vu effectivement que finalement la notion aussi de sécurité mentale, c'est quelque chose qui prend il y a une prise de conscience en tout cas sur cette notion de sécurité mentale également. Alors, comme je disais tout à l'heure, je suis ancien compétiteur, plutôt dans les sports de combat. Je n'ai pas fait que des sports de combat, j'ai fait aussi du tennis ou d'autres choses de ce type-là. Mais je m'aperçois, et je partage avec humilité mon expérience, mais je m'aperçois que je suis quelqu'un de très routinier. Très routinier. Je me lève le matin, naturellement, vers 4h30, 5h du matin. Et si je n'ai pas mon heure ou mon heure et demie de sport, ça ne fonctionne pas. J'ai besoin de méditer. J'ai un journal intime. Je vous invite à télécharger l'application qui s'appelle 5 Minutes Journal. Je n'ai pas d'action dans l'entreprise, mais elle vous permet tous les matins de prendre conscience, d'être reconnaissant par rapport à la chance que nous avons. Être reconnaissant, j'ai bien dormi, reconnaissant, il fait beau, reconnaissant, j'ai la main de ma femme dans mon lit, être reconnaissant. Donc déjà, pour rebondir, je crois qu'il faut être optimiste et positif, et être reconnaissant, c'est important. Ensuite, planifier sa journée, se préparer, ça me semble être fondamental. Se préparer. Et ben, quand je me lève le matin, quand je fais mon sport, je commence déjà à préparer ma journée. Et je commence à me dire, tiens, alors, à 15h20, je vais avoir la table ronde dans le Océan OSF, Esprit de Service France, donc il faudra que je sois attentif, il faudra que je souris. Donc j'essaie de sourire, pas suffisamment, je suis désolé, mais ça se prépare. Ça se prépare. Et à la fin de la journée, juste avant de me coucher, je me dis, quelles sont les 3 choses qui se sont passées que je n'avais pas prévues ? À midi, j'étais à une table qui était super sympa, j'étais à côté de Céline, on a échangé, je mettrai ce soir dans mon journal intime, super, j'ai rencontré Céline, on a échangé, etc. etc. Et prendre conscience tous les jours, moi c'est un travail que je fais quotidiennement depuis 6 ou 7 ans, et bien prendre conscience tous les jours de la chance que l'on a, de la chance, marquer les temps. Encore une fois, on a 86 400 secondes par jour. 86 400 secondes. On a plein de choses à faire entre nous pour que ça se passe bien. Là, tout à l'heure, j'ai essayé d'inviter Jacques sur LinkedIn, et je peux juste le suivre. Donc, je te prendrai ton téléphone tout à l'heure. Mais tu vois, il y a... Je t'aurais comment faire, si tu veux. D'accord. Il y a plein de choses à faire. Et puis, je termine toujours la journée par qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ma journée soit encore mieux. Toujours. Et finalement, ce tapis roulant de la performance, dans le sport on appelle ça le tapis roulant de la performance, eh bien ça permet, à mon avis, d'aider au rebond. Puis après, il y a d'autres choses qui sont issues du sport, puisqu'on est dans l'enceinte du sport, et rendons-lui hommage. Quand je montais sur un ring, la règle du haut niveau numéro 1, en compétition, gagner, c'est pas tout. C'est la seule chose. C'est la seule chose. C'est-à-dire que quand on est en compétition, on y va pour gagner. Quand moi je dis ma mission dans mon entreprise, c'est augmenter le pouvoir d'achat, revitaliser les territoires, soutenir l'emploi, aider à faire en sorte que les gens soient mieux dans leur vie au quotidien, mieux dans leur peau, mieux dans leur tête, eh bien je suis focalisé là-dessus. Et j'imagine que quand toi tu réponds à un appel d'offres, qu'il soit public ou privé, gagner c'est la seule chose, sinon ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. Oui, mais responsable, bien commun, ça ne change pas. Ça, c'est le driver, c'est le bien commun. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc je suis quelqu'un de très routinier. J'essaye de partager le plus possible avec mes équipes. Les rétex dont tu parlais tout à l'heure sont fondamentales. C'est issu de l'armée, on le fait. Enfin, encore une fois, je pense qu'il faut améliorer son intuitu. Les premiers contrats que j'ai signés, Obis, ça a 10 ans, en 2012-2013, on signait avec des entreprises comme AXA. Et on signait avec des entreprises comme ça, avec des contrats pluriannuels, et avec des contrats pluriannuels où on allait avoir des enjeux et de business et de marque pour AXA. Eh bien, croyez-moi, quand on signe avec la première marque mondiale d'assurance depuis 8 ans, il y a des clauses qui sont importantes, et il y en a une qui m'avait marqué dans le contrat, c'est une clause d'intuitu personae. Donc ça veut dire que l'entreprise s'engageait, mais parce qu'il y avait une confiance qui s'était instaurée entre l'entreprise et la petite boîte Obis qui était représentée par Brice Chambard. Et cette intuition-là, je pense que plus on va y travailler, plus on va travailler dessus. Je fais une digression, mais je suis associé dans une entreprise qui s'appelle Human Optimization Program,
pour justement développer d'un point de vue scientifique des qualités, on va dire, liées à la concentration, à la mémorisation, aux actes réflexes, à la logique, et ce genre de choses. Il y a 7 catégories qui sont travaillées sur une langue scientifique, donc avec des docteurs. Eh bien, je suis convaincu que quand on va améliorer l'intuitu personnel, l'intuition, on va améliorer l'authenticité dans les liens que l'on va créer avec les gens, et c'est comme ça qu'on va avoir un rebond qui soit le plus efficace. Il y a un autre adage qui dit « aucun de nous tout seul ne vaut mieux que nous tous réunis ». Donc pour rebondir ensemble, il faut que les liens soient forts. Voilà. Merci, ça c'était une digression qu'on adore. Vous avez parlé tous les deux de générosité, c'est vrai qu'on en entend peu parler. Moi je me souviens que dans le management, le terme de générosité, moi je me rappelle d'Aimé Jacquet qui parlait de générosité. On parle beaucoup de Didier Deschamps aujourd'hui évidemment et on connaît aussi ses qualités bien sûr, mais essayez de, j'aimerais bien que vous en disiez un peu plus sur cette notion de générosité, parce que c'est quand même assez peu commun, j'ai envie de dire. Oui, moi, je vais rebondir d'ailleurs sur ce que tu as dit, parce que ces mots comme générosité, optimisme, bienveillance dans le management, il y a encore quelques années, c'était vu comme une faiblesse. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que finalement, quand on veut tirer le meilleur de chacun, c'est peut-être mon côté ancien prof qui parle, là. Quand on veut tirer le meilleur, c'est notre rôle de manager finalement, eh bien je ne vois pas d'autre méthode que cela. Et en plus, on voit bien que c'est une aspiration aujourd'hui des collaborateurs. La hiérarchie, le top-down, tout ça, avec le numérique en particulier, est en train de se ringardiser complètement. Et on voit des organisations qui deviennent transversales, on voit du leadership qui remplace le managership. C'est pas du tout pareil, le leadership. Et donc, tout ça, ça me conforte dans l'idée que les entreprises modernes doivent se baser sur ces valeurs-là. Et juste pour finir, je voudrais reprendre une expression de Michel Serres, qui est un philosophe que j'adore, j'allais dire j'adorais malheureusement parce qu'il est disparu, mais qui reste tellement d'actualité, et qui disait « mais le pessimisme, à quoi ça sert ?» Et c'est vrai ça, parce que finalement, quand vous êtes pessimiste, vous baissez les bras. Vous n'avez plus d'ambition, vous n'avez plus d'envie. Et alors que quand on est optimiste, on a tellement de choses à faire, on a tellement de choses à entraîner. Et donc, par conséquent, en tant que chef d'entreprise, moi, je pense que ces nouvelles manières de concevoir les choses sont beaucoup plus inspirantes, beaucoup plus entraînantes et finalement, pour revenir à ce que tu as dit, obtiennent plus de résultats parce que c'est quand même l'essentiel. Vraiment, au bout du compte, il faut quand même avoir des résultats. Mais c'est pour ça que j'ai complété ce que tu as dit parce que, et ça c'est quelque chose que je trouve assez important, c'est qu'aujourd'hui, nos clients, quand ils font des appels d'offres, eh bien, nous posent des questions sur autre chose que notre expertise, notre prix, etc. Ils demandent à ce que nous ayons un comportement responsable et ça rentre dans la note du choix des appels d'offres. Et du coup, être responsable, ça nous fait du bien à titre personnel, à titre d'entreprise. Et en plus, ça devient presque un argument de différenciation commerciale. Et moi, je trouve que tout ça, ça va dans le bon sens. Oui, tout à fait. Alors la responsabilité, l'engagement, il est fondamental. Moi, par rapport à cette notion de générosité, chez Obiz en tout cas, et on est au sein d'Esprit de Service France, moi je suis au service de. Et donc je montre l'exemple, je suis au service des collaborateurs, au service des clients, au service des partenaires, au service de. Et à partir du moment où, quand on a une position dirigeante, on est au service, et ben finalement, je crois qu'on donne le ton pour que chacun soit également au service de. Et bien entendu, de manière responsable. Et c'est ça le leadership. Et de manière responsable, c'est-à-dire qu'on n'est pas là simplement à se dire tiens, j'ai envoyé un mail ou j'ai envoyé un SMS et puis j'ai fait le job. Non, c'est tant que le résultat n'est pas obtenu, tant que la satisfaction de l'interlocuteur n'est pas obtenue, le job il n'est pas fait. Donc il y a cette notion d'engagement. Donc pour moi, la générosité, elle est fondamentale. Plus je donne, en tout cas, plus je reçois. Mais je pense qu'il faut que ça soit une générosité désintéressée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner pour attendre quelque chose. Il faut simplement donner en disant ce qui va payer mon salaire,
c'est d'avoir rendu service. Et ça suffit. Donc rendre service, avoir cet esprit de service, c'est, je pense, quelque chose qui fait la différence et qui prouve que ça fonctionne. Quand mes équipes commerciales me disent tiens, donne-moi un tips pour voir comment est-ce que tu fais pour signer des contrats, j'écoute, je suis attentif, j'essaye de comprendre les enjeux profonds de mon interlocuteur et j'essaye de lui rendre service. Et puis après, il n'a qu'une seule envie, c'est de me rendre l'appareil. Mais même s'il ne me rend pas l'appareil, c'est pas grave, je lui ai rendu service. Et le simple fait de lui rendre service, ça paye mon salaire. Alors, 9 fois sur 10, il y a des retours, mais même s'il y avait 3 fois sur 10 ou même 0 fois sur 10, c'est pas si pire. Ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, exactement. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, vraiment. Oui, des questions dans la salle ? Quand même ? Alors, en attendant les questions, parce que parfois, il faut que ça mûrisse, vous avez été très inspirants tous les deux. Merci beaucoup. Merci pour votre générosité, parce que vous-même, vous l'incarnez. Et bien sûr, Marie, est-ce que tu peux... Est-ce que vous avez trouvé mon téléphone ? J'ai perdu mon téléphone et j'ai pas pu prendre de photos, je suis un peu énervée. Bon, je le retrouverai certainement, donc j'étais angoissée parce que je pouvais pas vous prendre en photo. Une question très importante. Et la deuxième importante, c'est chacun, qu'est-ce qui vous a fait le plus plaisir dans votre vie ? Professionnel ? Ce que vous voulez. C'est très facile pour moi. C'est mon mariage. Waouh! Non, c'est vrai, c'est très sincère. J'ai 43 ans de mariage, j'ai 3 enfants, 9 petits-enfants, et je crois que je vois rien de plus important que la construction que nous avons faite avec ma femme. Mais vous m'avez dit n'importe, peu importe, professionnel ou personnel. Hein. Et Brice ? Alors, je tiens une liste des réussites. J'en ai une. Et après, parce qu'il y a des réussites un peu tous les jours versus ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de positifs. Mais après, quelle est la chose ou en tout cas l'événement qui sera... non, je crois que c'est la création d'Obiz. Je pense que c'est la création d'Obiz parce que c'est quelque chose qui me dépasse. Mais qui va au-delà de ce que j'avais pu imaginer. Avec l'introduction en bourse, il y a de ça 15 jours, c'est aussi quelque chose qui donne des moyens complémentaires. Et je pense que mon cœur peut s'arrêter de battre maintenant, ou j'espère pas, parce que j'ai une femme, j'ai des enfants aussi, et voilà, mais j'ai des amis, mais je pense que j'aurais quand même apporté ma pierre à l'édifice, et comme le colibri, j'aurais essayé de faire de mon mieux. Voilà, donc pour moi, ça reste la création d'Obiz. Est-ce que c'est du plaisir ou est-ce que c'est de la fierté ? Du plaisir. Franchement, plaisir du plaisir. Pur. Plaisir pur parce que ça m'apporte tellement de satisfaction. Enfin, je veux dire, j'aurais pas créé Obiz, on ne serait pas rencontrés. On se serait pas rencontrés, on se serait pas. Enfin voilà. Donc il y a plein de choses qui en fait gravitent autour de ça. Et Obiz, c'est vraiment un projet. Enfin, c'est mon ADN. Donc c'est quelque chose qui est parti d'une feuille blanche et qui aujourd'hui perdure et pas dans une logique économique. C'est ta création. C'est quelque chose et qui j'espère pourra perdurer au-delà. Et puis il y a Hop, dont on parlait tout à l'heure, et puis il y a Backprotect, et puis il y a plein d'autres problèmes. Et ça me donne des moyens d'investissement dans d'autres entreprises, d'accompagner d'autres projets. Donc il y a beaucoup de sens. Et ce sens-là se nourrit, et c'est pour ça que je répondrai à ta question comme ça. Comment vous voyez les évolutions futures ? Plus d'informatique, plus de digital ? Non, mais vraiment, moi, vous l'avez compris, je suis très positif, très optimiste, mais sans angélisme. On est confronté à des contraintes terribles actuellement, et je crois que ça ne va pas être facile. Mais c'est un petit peu d'ailleurs la morale que j'ai exprimée dans mon livre, c'est que j'ai la conviction que notre avenir est entre nos mains. Et c'est pour ça que je n'aime pas du tout, vous savez, les oiseaux de mauvais augure qui vont vous dire... dans 20 ans, le numérique va conduire à la tyrannie, regardez ce que fait la Chine. Moi, j'ai la conviction que
nous pouvons, nous, hein, chacun d'entre nous, et souvent je m'adresse aux jeunes pour leur dire ça, hein, aux femmes pour qu'elles s'engagent dans l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que si on est en train de construire un nouveau monde, eh bien, autant que ce soit un nouveau monde qui soit meilleur que le précédent, qui ne duplique pas les défauts du précédent. Et j'ai la conviction que nous pouvons tous ensemble eh bien, construire un nouveau monde qui soit plus bienveillant, plus tolérant, plus respectueux. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est accessible. Et je me refuse à être négatif et à dire non, c'est fini. Bon, il y en a plein hein, qui disent, la majorité des auteurs que j'entends, des journalistes, des articles, des tribunes, nous prévoient un avenir noir, et en particulier par le numérique, vous savez, le Dark Mirror, quoi. Hein. Et ben moi, je me refuse à me baisser les bras et je veux entraîner le maximum de jeunes avec moi pour se dire, eh ben non, nous pouvons contribuer à un meilleur monde. Et je partage. On a beaucoup de chance d'être en France, énormément. On a accès à un système éducatif de qualité, on a accès à un système de santé, on est en sécurité chez nous, c'est pas donné dans tous les pays, plus plein d'autres avantages. Donc on a beaucoup de chance. Après, au niveau global, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Il y a la crise sanitaire, il y a la crise économique, il y a des crises sécuritaires. Bon, voilà. Et je pense qu'on va rebondir collectivement, mais il faut qu'on ait une âme de guerrier. De guerrier pour le bien commun. Il y a toujours cette notion de bienveillance. On n'est pas des guerriers pour aller mettre des bombes à droite et à gauche. Non, c'est guerrier pour le bien commun. Mais je crois qu'il faut vraiment avoir cette mentalité de guerrier. Il faut avoir cette volonté de... quand on se lève le matin, il faut vouloir impacter positivement les choses. Si on se lève en se disant « Tiens, je vais buller au bord de la piscine parce que j'ai la chance d'avoir une piscine », on n'ira pas très loin, je pense. Donc on ira peut-être très loin sur l'échelle de sa vie, mais ça me semble être un peu court quand même. Donc rebondir, je pense que le rebond y sera, mais encore une fois, avec des guerriers du bien commun, des guerriers qui soient dans cette dynamique de bienveillance, qui acceptent de remonter les manches et qui acceptent d'œuvrer avec courage. Avec courage. Voilà. Je crois qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, vraiment. Merci surtout aussi d'avoir parlé d'inclusion et de nous montrer que le rebond est possible avec tout le monde, pour tout le monde et avec optimisme.